C'est un changement de cap majeur de Washington. Joe Biden, qui vient d'arriver au Brésil pour le G20, autorise ce qu'il avait toujours refusé jusqu'à maintenant. L'Ukraine pourra dorénavant utiliser des missiles américains à longue portée pour frapper profondément en Russie. Je l'ai déjà dit, et n'importe quel expert russe occidental le confirmera, l'armée ukrainienne n'est pas capable d'effectuer des frappes avec des armes de précision occidentales à longue portée. Elle ne peut pas le faire. C'est possible uniquement en utilisant des données de satellites espions que l'Ukraine ne possède pas. Ce sont des données provenant de satellites appartenant à l'Union européenne ou aux États-Unis, bref, des satellites otaniens. Deuxièmement, et c'est très important, les programmes de vol de ces missiles peuvent être élaborés uniquement par des militaires des pays de l'OTAN. Les militaires ukrainiens ne peuvent pas le faire. Il ne s'agit donc pas de permettre ou de ne pas permettre au régime ukrainien d'effectuer des frappes contre la Russie avec ses armes, mais de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans le conflit militaire. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre qu'une implication directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Et cela changera l'essence même du conflit. Cela signifie que les pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens sont en guerre contre la Russie. Et si c'est le cas, alors en gardant à l'esprit le changement de l'essence même de ce conflit, nous prendrons les décisions appropriées en fonction des menaces qui pèseront sur nous. Je pense que le message était suffisamment clair. Le message de Poutine était très clair. Quand on parle de permission de missiles, il s'agit simplement de l'utilisation des missiles de l'OTAN par les gens de l'OTAN même, que ce soit l'armée ou encore les décideurs de l'OTAN. Étant donné que l'Ukraine n'est absolument pas capable de le faire. Ils n'ont ni la technologie, ni la formation pour. Joe Biden a donc fini par changer d'avis. Selon un responsable américain, il vient tout juste de donner son feu vert à Kiev pour utiliser des missiles à longue portée contre la Russie. Cela faisait des mois que le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclamait de pouvoir utiliser des armes américaines pour frapper des cibles militaires sur le territoire russe. On en parle avec vous, Sonia Dridi. Vous êtes notre correspondante à Washington. C'est un changement fondamental dans la politique américaine de Joe Biden? Oui, c'est un changement fondamental dans la politique de Washington, dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour l'instant, la Maison-Blanche se refuse à tout commentaire, mais cela faisait déjà plusieurs mois que c'était de plus en plus évoqué cette option. Cette décision prise par Washington, en effet, répond à une demande de longue date du président ukrainien de pouvoir utiliser des armes américaines pour frapper des cibles militaires en Russie. Alors ça a été une décision difficile à prendre pour Joe Biden, selon certaines sources proches de la Maison-Blanche. Le message a été rapidement porté par tous les médias occidentaux. C'est certainement une décision longtemps attendue et qui marque un changement assez important dans la politique des États-Unis. C'est peut-être pas les attaques de la nuit dernière autant que le déploiement de soldats nord-coréens par la Russie qui a fait basculer Joe Biden. En tout cas, c'est ce que disent les sources du New York Times. On peut considérer le fait que ces soldats venus de la Corée du Nord entrent en guerre comme une escalade de la part de la Russie, ce qui permet, dans la logique de Joe Biden, une escalade de la part, si vous voulez, des États-Unis, si on veut le voir comme ça, ce que les États-Unis semblent toujours le voir, même si les Ukrainiens ont depuis des mois insisté que ce ne serait pas vraiment une escalade, mais un pas absolument nécessaire et justifié par le besoin de l'Ukraine de se défendre. C'est un changement de cap majeur de Washington. Joe Biden, qui vient d'arriver au Brésil pour le G20, autorise ce qu'il avait toujours refusé jusqu'à maintenant. L'Ukraine pourra dorénavant utiliser des missiles américains à longue portée pour frapper profondément en Russie. Thank you very, very much. Une décision que Joe Biden n'a pas commentée devant les médias, mais qui est saluée par Volodymyr Zelensky et qui survient alors que Vladimir Poutine a déployé près de 50 000 militaires, dont des soldats nord-coréens, dans la région russe de Koursk, pour reprendre le territoire saisi par les Ukrainiens en août dernier. Ça fait plus d'1 an que c'est réclamé sur le champ de bataille. Malheureusement, ça arrive beaucoup trop tard pour que ça ait un impact réel, parce que le principal problème des troupes ukrainiennes présentement, c'est le manque de troupes, le manque de soldats. Alors, on pourrait penser, et ce légitimement, que c'est un possible coup de poker de la part des États-Unis sur l'usage des missiles ATACMS en Russie. Le New York Times, que voici, vu que c'est parti de là, le New York Times a récemment révélé que Washington aurait autorisé l'Ukraine à mener des frappes à l'intérieur du territoire russe. Biden autorise l'Ukraine à attaquer la
la Russie avec des missiles américains à longue portée. Toutefois, le Figaro a modifié immédiatement son article, retirant une mention qui affirme que la France et le Royaume-Uni avaient donné leur accord à l'Ukraine pour envoyer des missiles Shadow Storm et Scalp à longue portée aussi contre des cibles en Russie. Eux, ils ont immédiatement retiré l'information. Pour l'instant, cette décision semble avant tout symbolique. Selon CNN, citant des informations du New York Times, le président Joe Biden aurait validé dimanche l'utilisation par l'Ukraine de missiles ATACMS capables de frapper des cibles à plus de 300 km. Il y a donc un responsable américain qui aurait précisé que ces armes seraient principalement destinées à des frappes dans la région de Koursk en réponse à l'arrivée de milliers de soldats nord-coréens sur place pour soutenir les forces russes. La décision en gestation depuis plusieurs mois marque un tournant important dans la politique américaine, notamment depuis le changement de leadership à Washington. Les avis divergent au sein de l'administration. Certains craignent une escalade du conflit, tandis que d'autres redoutent une diminution des stocks stratégiques d'armement. Si l'initiative des Américains là peut sembler audacieuse, elle ne va pas forcément bouleverser le cours de la guerre, comme on a entendu dans l'extrait du début. Et aussi, c'est ce que le New York Times estime. Le Berliner Zeitung, ce média-ci, dont voici le site internet devant nous, rappelle que Vladimir Poutine avait déjà averti que l'usage de missiles à longue portée sur le territoire russe serait perçu comme une implication directe de l'OTAN dans le conflit, ce qui pourrait entraîner des représailles sévères de la part de Moscou. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre qu'une implication directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Et cela changera l'essence même du conflit. Cela signifie que les pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens sont en guerre contre la Russie. Et si c'est le cas, alors en gardant à l'esprit le changement de l'essence même de ce conflit, nous prendrons les décisions appropriées en fonction des menaces qui pèseront sur nous. Nous avons la Pologne qui semble approuver ce virage stratégique. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a réagi sur X très vigoureusement, affirmant que Joe Biden a répondu à l'entrée des troupes nord-coréennes dans le conflit et aux frappes massives des Russes dans un langage que Vladimir Poutine comprend, en levant les restrictions sur l'usage des missiles occidentaux par l'Ukraine. C'est donc ça, soi-disant, le langage que la Russie comprend. Ok. Il poursuit en disant: une nation agressée a le droit de se défendre. La force dissuade, la faiblesse attise l'agression. C'est lui là, tranquillement, derrière son bureau, qui parle de guerre comme s'il sait tenir une arme. Radosław Sikorski, membre du parti Plateforme Civique, tout comme le premier ministre polonais Donald Tusk, a évoqué le 4 novembre la possibilité d'une interception de missiles russes par l'OTAN. Selon lui, cette question pourrait être abordée lors de la prochaine réunion ministérielle de l'OTAN prévue en début septembre, comme il l'a confirmé sur la chaîne polonaise TVN24. C'était ça son interview. Le Figaro, dans un premier temps, avait affirmé que la France et le Royaume-Uni avaient autorisé l'Ukraine à frapper le territoire russe à l'aide de missiles tactiques Scalp et Storm Shadow, avant de retirer cette déclaration de son article. En fait, l'autorisation par Washington, Paris et Londres de l'usage des missiles ATACMS par Kiev n'a toujours pas été confirmée officiellement. Donc les gens sont en train de s'agiter sur une information qui n'est toujours pas officielle. Et on peut lire là les ATACMS, missiles que l'Ukraine pourrait utiliser pour frapper le territoire russe. Les ATACMS, ces missiles que l'Ukraine pourrait utiliser pour frapper le territoire russe. La Maison-Blanche a levé son veto pour répondre au déploiement de 10 000 soldats nord-coréens par la Russie. Une escalade dans le conflit, rendue nécessaire par les pertes élevées des deux belligérants. Ils arrivent. Un officiel américain, sur ABC News, avait annoncé ainsi l'envoi de missiles à longue portée ATACMS en Ukraine le 11 septembre 2023. Un mois plus tard, le Wall Street Journal annonçait sa première utilisation. Désormais, ils pourront être tirés dans la profondeur du territoire russe, a révélé le New York Times ce dimanche. Une information confirmée peu après par un officiel américain à l'AFP. La Maison-Blanche a levé son veto pour répondre au déploiement de 10 000 soldats nord-coréens par la Russie. Une escalade dans le conflit, rendue nécessaire par les pertes élevées des deux belligérants. Les missiles semi-balistiques sol-sol ATACMS, pour Army Tactical Missile System, système de missiles militaires tactiques, note de la rédaction, ont une portée de plus de 300 km pour ces dernières versions. Ils sont entrés en service en 1991 pendant la première guerre du Golfe, où ils ont démontré leur efficacité. Plus de 450 sont tirés lors de l'invasion de l'Irak en 2003. Leur production est toutefois arrêtée en 2007, et une nouvelle génération, le Precision Strike Missile, devrait le remplacer. La guerre d'Ukraine, et surtout l'invasion du 24 février 2022, les a remis sur le devant de la scène. Ils peuvent être lancés depuis un autre armement symbolique de ce conflit, le lance-roquettes
multiples IMAR. Les États-Unis ne voulaient, alors, pas livrer ce type de munitions à l'Ukraine, craignant que Vladimir Poutine y voie une escalade ou de la co-belligérance. D'autant que le maître du Kremlin, dès juin, a assuré qu'une autorisation des frappes en territoire russe signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Mais Moscou, en entraînant la Corée du Nord dans la guerre, a franchi une limite. L'autorisation de ces frappes devrait avoir un effet rapide. Quand les Américains ont autorisé l'Ukraine à tirer à 80 km en Russie pour répondre à l'attaque de Kharkiv de mai dernier, l'offensive du Kremlin s'est arrêtée aussitôt, avait expliqué Xavier Titelman, ancien personnel embarqué et commentateur de la guerre d'Ukraine, au Figaro. Cependant, l'usage de ces armements nécessite sans doute des opérateurs occidentaux, avait avancé le général de S. Chauvency. Ceux-ci devraient s'approcher de la ligne de front, au risque d'être capturés. La Russie aurait également beau jeu d'accuser l'Occident de co-belligérance si la cible touchée est d'importance, poursuit-il. Une situation que les alliés de l'Ukraine ne souhaitent pas. Voilà, le message a été clair et comme on l'a dit, ils n'ont pas mentionné le fait que la France et la Grande-Bretagne avaient également validé cela. Ça a été supprimé quelques temps après la publication de leur article. De son côté maintenant, Donald Trump est resté silencieux sur ce sujet pour l'instant. Mais son fils, Donald Trump Jr., a vivement critiqué la situation sur X, affirmant, je cite, « Le complexe militaro-industriel semble vouloir précipiter la Troisième Guerre mondiale avant que mon père ne puisse instaurer la paix. Ils veulent leurs milliards, peu importe les vies en jeu. » Pendant ce temps, il y a Bill qui titre 4000 drones IA allemands contre Poutine. Si je traduis, ça donnerait 4000 drones tueurs contre Poutine. L'Allemagne continue d'envoyer du matériel militaire à l'Ukraine, notamment des drones contrôlés par une intelligence artificielle développée par la société Helsing. Ces drones capables de résister au brouillage GPS et aux guerres électroniques sont équipés de mini-missiles baptisés Mini-Taurus. Et malgré cela, le chancelier allemand Olaf Scholz maintient qu'une troupe de la Bundeswehr ne sera envoyée en Ukraine comme il l'a répété à plusieurs reprises. Cependant, parce qu'il y a toujours un mais avec ces gens-là, il y a déjà des soldats allemands qui auraient été discrètement déployés à Kiev pour pouvoir épauler l'armée ukrainienne sans consultation d'ailleurs préalable des députés du Bundestag ni communication d'ailleurs officielle au sein du gouvernement. Ce sont vraiment des agents secrets, des agents dormants qu'ils ont envoyés là-bas. Berlin reste également inflexible, bizarrement, sur la livraison de missiles Taurus à l'Ukraine. Selon Wolfgang Böchner, porte-parole du gouvernement allemand, il dit, je cite, « Oui, le gouvernement allemand a été informé de la décision américaine, mais cela n'a aucun impact sur la position du chancelier de ne pas fournir les Taurus. » Selon Reuters, l'Ukraine s'apprêterait à lancer ses premières frappes à longue portée dans les prochains jours, bien que les détails restent confidentiels pour des raisons de sécurité opérationnelle, disent-ils. Cette annonce relayée par le New York Times pourrait révéler une stratégie américaine visant à tester en fait la réaction de Vladimir Poutine ou à renforcer la position de l'Ukraine dans les éventuelles négociations pour mettre fin au conflit. Les leaders occidentaux jouent avec la sécurité mondiale, notamment en tenant des discours qui, selon eux, pourraient raviver les tensions autour de l'arme nucléaire. La réaction de pays comme la Pologne illustre cette inquiétude. Certains sont en train de plaider pour que les décisions d'utiliser les armes nucléaires ne soient absolument pas entre les mains de la Pologne, par exemple. La France, qui dispose toujours de l'arme nucléaire, a réaffirmé son soutien à l'Ukraine, y compris pour des frappes sur des cibles en territoire russe. À Bruxelles, le ministre de l'Europe, des Affaires étrangères, de nationalité française, je précise, son nom est Jean-Noël Barrot, a dit ceci. 1000 jours après le début de la guerre d'agression russe en Ukraine, rappelons-nous que le combat des Ukrainiens, c'est aussi le nôtre. Et de ces 1000 jours, il ressort d'abord l'échec de la Russie à atteindre ses buts de guerre. Il ressort également la résilience et le courage des Ukrainiens qui ont payé un tribut colossal à la défense de leur territoire, mais aussi à la défense du continent européen. Plus de 10 000 morts parmi les civils, plus de 20 000 blessés, des enfants ukrainiens arrachés à leur famille, déportés vers la Russie, ce qui vaut d'ailleurs à Vladimir Poutine un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Dans ce contexte, la responsabilité des amis, des alliés de l'Ukraine, c'est évidemment de lui permettre, le moment venu, dans les conditions qu'elle jugera pertinentes, d'entrer dans des négociations de paix en position de force. Et pour cela, nous avons des leviers qu'il nous faut activer, le levier de l'aide financière, le levier de la formation et de l'équipement et le levier des sanctions. Sur le plan de l'aide financière, il faut que les 50 milliards d'euros tirés des actifs russes gelés, agréés au niveau du G7, puissent parvenir le plus rapidement possible aux Ukrainiens. Sur le plan de la formation, les 2300 soldats ukrainiens de la brigade Anne de Kiev qui viennent d'être formés
en France et équipés en France vont dans quelques jours regagner l'Ukraine pour pouvoir se déployer sur le front. Il faut continuer avec ces initiatives qui sont soutenues par l'Europe au travers de l'opération EUMAM. Et puis sur le plan des sanctions, nous allons décider aujourd'hui d'un nouveau train de sanctions ciblant des entités, des individus qui soutiennent l'effort de guerre russe. Les sanctions doivent nous permettre d'assécher les ressources que la Russie engloutit dans cette guerre depuis 2 ans et demi maintenant. La position de Barotte s'inscrit dans la continuité des déclarations d'Emmanuel Macron en mai, lorsque le président français avait publiquement soutenu lors d'une rencontre avec Olaf Scholz à Meseberg l'idée de frappe des positions russes en utilisant les armes occidentales. Donc ça s'inscrit pleinement dans la politique actuelle d'Emmanuel Macron et dans les déclarations publiques que Macron a eu à faire. Il n'est qu'un porte-parole supplémentaire de la gouvernance d'Emmanuel Macron à ce sujet. Le Figaro souligne cependant que ces annonces doivent être comprises à travers le prisme de la doctrine de dissuasion nucléaire, marquée par un mélange calculé d'ambiguïté et de précision destiné à garder l'adversaire dans l'incertitude. À l'échelle européenne, Emmanuel Macron veut-il mettre la dissuasion nucléaire française à disposition des Européens? La vérification, une erreur de citation a fait croire à une inflexion de la doctrine française, dont les réseaux d'extrême gauche et d'extrême droite se sont saisis. Le chef de l'État Emmanuel Macron aurait-il infléchi la doctrine de dissuasion de la France pour la mettre à disposition de la défense européenne? Une citation attribuée par erreur à une intervention prononcée le 30 janvier par le président à Stockholm a fait bondir ses opposants et enflammer les réseaux sociaux dans les milieux d'extrême gauche et d'extrême droite. En affirmant que la France a la responsabilité de mettre sa capacité de dissuasion nucléaire à la disposition de l'Europe, le président engage une rupture très nette avec la doctrine de dissuasion française, s'est ému le député LFI Bastien Lachaud, expert des sujets de défense chez les Insoumis. Européaniser notre puissance nucléaire est une folie, a déclaré de l'autre côté du spectre l'ancienne candidate à la présidentielle, RN, Marine Le Pen. Un autre ex-prétendant, Nicolas Dupont-Aignan, s'est inquiété lui aussi. Ce projet est scandaleux en tout point, risque d'escalade guerrière, perte d'autonomie stratégique et dilution de notre souveraineté, a-t-il déclaré. Peu importe que la citation soit fausse, comme l'a reconnu ensuite Bastien Lachaud. Il n'en reste pas moins que le président de la République a tenu des propos dont la teneur n'est absolument pas conforme à la doctrine de dissuasion nucléaire traditionnelle de la France, a assuré le député. Alors que le risque d'une extension de la guerre russo-ukrainienne inquiète en Europe, quelle est la doctrine de la dissuasion nucléaire française? Et Emmanuel Macron l'a-t-il fait évoluer? 5 pays appartiennent au cercle des puissances, dotés, au sens du traité de non-prolifération, États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France. L'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord disposent aussi d'armes nucléaires. Tous disposent d'une doctrine de dissuasion nucléaire, pas nécessairement publique, qui repose sur un double principe paradoxal d'ambiguïté et de précision. Pour décrire le cadre d'emploi de l'arme atomique, chaque mot est choisi et sous-pesé pour adresser un message aux compétiteurs stratégiques et leur faire comprendre les risques qu'ils courent en cas d'agression. Mais les formulations maintiennent une part de flou volontaire pour qu'un potentiel agresseur ne puisse pas déterminer exactement le seuil de basculement d'un conflit du niveau conventionnel au stade nucléaire. La maîtrise de l'escalade est régie par une grammaire subtile. En France, la dissuasion nucléaire repose entre les mains du chef de l'État qui est aussi chef des armées. Traditionnellement, chaque nouvel élu prononce un discours au cours de son mandat pour préciser sa vision. Emmanuel Macron s'est exprimé le 7 février 2020. Si d'aventure un dirigeant d'État venait à mésestimer l'attachement viscéral de la France à sa liberté et envisageait de s'en prendre à nos intérêts vitaux, quels qu'ils soient, il doit savoir que nos forces nucléaires sont capables d'infliger des dommages absolument inacceptables sur ces centres de pouvoir, c'est-à-dire sur ses centres névralgiques, politiques, économiques, militaires, a-t-il déclaré. Nos forces nucléaires ont été configurées pour cela avec la flexibilité et la réactivité nécessaires. En cas de méprise sur la détermination de la France à préserver ses intérêts vitaux, un avertissement nucléaire, unique et non renouvelable, pourrait être délivré à un agresseur étatique pour signifier clairement que le conflit vient de changer de nature et rétablir la dissuasion, a-t-il ajouté. À l'échelle européenne maintenant, nous avons Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne jusqu'au 1er décembre du moins, qui a confirmé que le ministre des Affaires étrangères et de la Défense de l'Union européenne discutera le 18 et 19 novembre 2024 de la levée des restrictions sur l'usage d'armes européennes contre des cibles en Russie. Toutefois, Borrell a admis que l'issue de ces débats resterait incertaine. Pendant ce temps, les tensions autour de cette décision mettent en lumière les enjeux de l'escalade militaire, où chaque initiative peut potentiellement modifier l'équilibre entre le conflit conventionnel et le risque nucléaire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'attends vos avis en commentaire, vos analyses, vos suggestions, vos idées. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.